Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer le Front populaire et comment, dans les années 30, cette histoire a fait que la gauche a pu vaincre les forces d'extrême droite, puisque nous sommes dans un contexte où, après la convocation d'élections législatives anticipées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron au soir des élections européennes, et le fort risque d'accession au pouvoir de l'extrême droite, au regard de leur score aux élections européennes, où je rappelle qu'ils ont fait, si on additionne les listes portées par Jordan Bardella et Marion Maréchal, environ 37% des suffrages exprimés, mais 18,5% des inscrits. Dans ce contexte-là, les forces de gauche sont arrivées à construire une unité et à proposer des candidatures uniques dans la plupart des circonscriptions. Cette unité qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines s'est construite en quelques jours face à l'urgence de la situation. Et elle a pris la dénomination de Nouveau Front populaire, convoquant ainsi l'héritage historique de la gauche française, de cette période où, en 1936, les élections législatives ont été gagnées par la gauche et ont permis donc un gouvernement de gauche de gouverner avec le soutien et non la participation des communistes à cette époque, créant ainsi un véritable espoir de changement dans les classes populaires et où on a assisté, donc on y reviendra aussi, à un puissant mouvement social qui ont abouti notamment aux accords de Matignon et donc à la semaine des 40 heures, aux conventions collectives, à l'instauration des délégués du personnel ou des congés payés. Donc on comprend pourquoi cette période est forte dans la mémoire de la gauche et même de notre pays. Donc cette histoire du Front populaire, elle commence pas en 36, elle ne se construit pas en une semaine ou en 3 semaines. Elle commence en 34 dans un contexte de crise sociale, économique et politique très fort, où on a la montée du fascisme avec Mussolini qui est au pouvoir en Italie depuis 22, mais où Hitler est arrivé au pouvoir quelques mois avant, en 33, et où en France on assiste à la montée des ligues fascistes, qui donc font une grande manifestation le 6 février avec des associations d'anciens combattants et d'autres groupes de droite, une manifestation anti-parlementaire. On reviendra, je pense, un peu sur le contexte, mais on est dans une époque de forte instabilité gouvernementale, avec des scandales politico-financiers qui jalonnent la vie politique. Donc ces ligues font cette manifestation qui devient très violente, dégénère. Il y aura 12 morts et plus de 600 blessés. Et la chute donc du gouvernement Daladier, conduisant d'ailleurs certains à interpréter cette manifestation comme un coup d'État fasciste, même si c'est contesté par les historiens, cette interprétation. Donc, à partir de là, commence un mouvement unitaire, initié notamment par les communistes, sur lequel nous allons revenir. Puisque nous nous sommes dit à cette époque, cette histoire du Front populaire entre 34 et 36, même si on dit qu'elle se termine en 38, est celle d'une alliance, donc d'un mouvement social, d'une expérience gouvernementale. Elle a rassemblé des forces politiques, des organisations syndicales, des associations, dans une très grande diversité, ce qui a impliqué des négociations et des compromis. Donc, comment s'est faite cette unité? Grâce à quoi ça a pu fonctionner? Comment les obstacles ont-ils pu être surmontés? Comment la mobilisation sociale s'est construite? Ou encore, quelles étaient les attaques contre le Front populaire? C'est un peu à ces diverses questions où on aimerait apporter des réponses aujourd'hui pour essayer peut-être de tirer des leçons de cette époque, se donner du baume au cœur et se dire que la victoire, que la gauche a déjà réussi à mettre en échec l'extrême droite, que peut-être nous allons y arriver aussi dans cette période pour changer la vie. Donc, pour répondre à ces différentes questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux historiens. Serge Volikov, d'abord, président donc du conseil scientifique de la Fondation, professeur émérite à l'Université de Bourgogne, qui est donc spécialiste de la gauche et de beaucoup de périodes de l'histoire, mais notamment du Front populaire, où il a co-dirigé notamment avec Jean Vigreux et Xavier Vignat Le pain, la paix et la liberté, expérience et territoire du Front populaire, qui ont été donc édités aux éditions sociales en 2006. Et plus récemment,
1936, Le Monde du Front populaire, aux éditions du Cherche Midi, en 2016, qui est un livre accessible, un peu d'éducation populaire, accessible au grand public. Et à ma droite, Alain Ruscio, donc historien, bonjour, docteur en histoire, chercheur indépendant. Donc vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de la colonisation et des luttes pour l'indépendance, donc du Vietnam à l'Algérie. Vous êtes donc, je vais tutoiement. Tu es donc récemment co-auteur avec donc le regretté Marcel Dorigny d'un ouvrage intitulé Paris colonial et anticolonial, Promenade dans la capitale, une histoire de l'esclavage et de la colonisation 1948-2021, paru en 2023 aux hémisphères, enfin aux éditions Hémisphères, et en 2019 aux éditions La Découverte, d'un ouvrage intitulé Les communistes et l'Algérie, des origines à la guerre d'indépendance 1920-1962. Merci à vous deux d'être parmi nous. Donc, pour commencer, essayer d'apporter ces réponses. Donc, je voudrais qu'on revienne sur justement la division de la gauche en 1934, qui est donc divisée entre, à l'époque, les radicaux, les socialistes et les communistes. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement, donc d'abord te donner la parole, Serge, un peu ces divisions et comment ils ont réussi donc à aller vers cette idée d'unité face à des forces politiques qui n'étaient pas vraiment d'accord entre elles. D'abord, il faut remarquer que 1934, c'est une année qui est extrêmement diversifiée du point de vue politique, entre le début de l'année où on a les émeutes de l'extrême droite et la fin de l'année où les communistes avancent le terme et le mot d'ordre de Front populaire. Il s'est passé beaucoup d'événements et qui semblent un petit peu mystérieux du point de vue de l'histoire. Comment, en quelque sorte, l'évolution s'est précipitée. Euh, la, la situation française du point de vue politique en 1934, elle est marquée par une double donnée. D'une part, il y a une donnée internationale qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est le fait que la gauche en France, et une grande partie de la population, a été sidérée par la victoire du nazisme et de Hitler au pouvoir après des élections parlementaires, après une opération avec la droite allemande, l'extrême droite nazie a pris le pouvoir et en quelques mois, en quelque sorte, a assis sa domination en supprimant les libertés, en proclamant les pouvoirs spéciaux et d'une certaine façon, cette victoire du nazisme a été vécue comme une défaite du mouvement ouvrier français, mais aussi international. Il se trouve qu'en France, cette émotion, dès 1933, s'est traduite par des tentatives de créer des comités d'intervention d'intellectuels. Le mouvement communiste a lancé le mouvement Amsterdam Pléiade avec Romain Rolland et Henri Barbus. Il y a eu des rapprochements qui se sont faits, mais ces rapprochements n'ont pas duré parce que tous ces rapprochements ont en quelque sorte achoppé sur une question, qui est responsable? Qui est responsable? Et à gauche, on fait renvoyer la responsabilité. Les socialistes ont dit que les communistes, par leur extrémisme critique, avaient en quelque sorte fait le lit du nazisme en empêchant une unité raisonnable, et les communistes ont dit que les sociodémocrates allemands avaient en quelque sorte laissé faire, laissé venir Hitler dans ses alliances avec la droite, avait même envisagé de, de, de considérer les élections avec la droite comme un moindre mal. Et donc, à la fin de l'année 1933, au début de l'année 34, les communistes français qui avaient envisagé des alliances à gauche contre le fascisme allemand ont été en quelque sorte non seulement réprimandés, mais ont été très fortement critiqués. C'est le cas de Maurice Thorez. Au printemps 1934, quand les événements en France ou en Autriche au même moment apparaissent, c'est-à-dire la virulence
de l'extrême droite et les risques que se reproduisent en France comme en Autriche des putschs ou des accès au pouvoir de l'extrême droite, d'une certaine façon, il y a une nouvelle mobilisation et une mobilisation inattendue. Inattendue parce que malgré les divisions entre communistes et socialistes, ils se retrouvent le 12 février dans des manifestations monstres, la première grande grève politique en France pour la défense des libertés démocratiques et contre le fascisme. Et ce mouvement ne va pas de soi parce qu'il y a encore de très fortes résistances et critiques à l'intérieur de chaque parti. Euh, Encore pendant plusieurs mois, les communistes dénonceront le social-fascisme, les communistes vont dénoncer ce qu'on pourrait appeler chez les radicaux et les socialistes la tendance à défendre la démocratie bourgeoise qui est en train de se fasciser. Il faut attendre le printemps 1934, le mois de mai, le joli mai 34, c'est le moment où il y a en quelque sorte un retournement. En même temps, dans le Parti communiste, il y avait un courant favorable à l'unité, mais qui a été en quelque sorte l'objet d'un débat politique interne. Un des dirigeants du parti, qui s'appelait Jacques Doriot, avait en quelque sorte pris ce drapeau pour mener sa bataille interne contre la direction. Dans le Parti socialiste, il y avait une minorité favorable à l'action commune avec les communistes, mais la plupart des dirigeants socialistes n'en voulaient pas. Et donc, il faut attendre la fin du mois de mai. Maurice Thorez avait été appelé à Moscou ainsi que Doriot pour régler le problème interne de la division dans le parti. Il se rend tout seul à Moscou. Doriot n'y va pas. Et quand il revient, Thorez est en quelque sorte autorisé, et plus qu'autorisé, désormais on lui dit de tout faire pour engager des discussions avec les dirigeants socialistes. Si j'ose dire, il n'attendait que ça, puisque l'année précédente, il avait proposé ça et il s'était fait vertement critiquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé sans doute qu'à Moscou arrive un dirigeant bulgare, nouveau héros de la lutte anti-nazie à Berlin, Georges Dimitrov, et deuxièmement, aussi le fait que l'URSS, dans sa diplomatie, se rapproche de la France à ce moment-là et s'engage dans une sorte d'ouverture diplomatique. Toujours est-il que à partir du mois de fin mai, début juin, les communistes français, à la surprise de leurs alliés, enfin de leurs alliés, de leurs camarades socialistes, vont leur proposer des actions communes. Et ces propositions vont recevoir tout de suite un écho très important dans le Parti socialiste, dans ce qu'on pourrait appeler le mouvement social, avec des meetings, avec des réunions qui sont très très nombreuses. Et on peut dire que le tournant, c'est la conférence nationale du Parti communiste français fin juin, il y a juste 90 ans, fin juin 1934, lorsque Maurice Thorez dit à la tribune que ce qu'il faut défendre, ce sont les libertés démocratiques menacées, qu'il faut défendre aussi la nation et ne pas la laisser à l'extrême droite, et qu'il faut en quelque sorte réaliser l'unité d'action antifasciste sur des thèmes qui ne sont pas les thèmes révolutionnaires, mais qui sont des thèmes de ce qu'on pourrait appeler la lutte démocratique et en même temps la lutte sociale. Et à partir de là, s'engagent des contacts avec les dirigeants socialistes et la première retombée pratique positive de toute cette évolution, c'est le 27 juillet 1934, la signature d'un pacte d'unité d'action entre socialistes et communistes sur chacun a fait déjà des compromis. Les communistes ont renoncé à la grève comme forme d'action principale.
Les socialistes ont renoncé à la défense de la démocratie en général et accepté l'idée de défendre les libertés démocratiques. Tout le monde s'est mis d'accord pour arrêter les querelles publiques et le vocabulaire, ce que d'aucuns appelaient les injures réciproques. Hein, et donc, ce pacte d'unité d'action est voté démocratiquement par les différents composantes de cette nouvelle alliance qui est pour la première fois une unité d'action signée entre deux partis qui étaient séparés depuis 1920, depuis le Congrès de Tours. Voilà, très rapidement, évoquer la marche vers le front unique et l'unité d'action, mais ça n'est pas encore le Front populaire. Ça n'est pas encore le Front populaire. Le Front populaire, c'est autre chose. Mais peut-être tu vas me poser une question à ce sujet où Alain va compléter parce que je sais qu'il ne faut pas être trop long. Donc, on se dit quand même que donc c'est cette peur forte de l'extrême droite, enfin du fascisme, qui est aux portes de la France, qui explique donc cette volonté d'unité largement plébiscitée. Et qu'en est-il dans les parce qu'à l'époque, bon, la France est une puissance coloniale, nous ne sommes pas du tout dans la phase encore d'indépendance et de décolonisation. Au loin de là. Voilà. Donc, est-ce que cette unité était aussi plébiscitée dans les colonies? Les colonies, comment ça s'est construit là-bas, dans ce territoire? Dans les colonies, je pourrais répondre peut-être dans un second temps, mais je constate une chose, c'est qu'en métropole, dans la France hexagonale, comme on peut dire également, les forces qui ensuite ont été les moteurs du Rassemblement populaire, donc du programme de Front populaire, de la victoire du Front populaire, étaient très, très éloignées les unes des autres. On peut dire que peut-être si en politique intérieure, il y avait un fossé entre socialistes et communistes, je dirais qu'en matière de politique coloniale, il y avait un gouffre. Il y avait véritablement un gouffre. C'est-à-dire que les communistes, jusqu'à 1934-35, et évidemment, il n'y a évidemment aucune coïncidence, étaient à la pointe, et je dirais pratiquement les seuls à porter le discours anticolonialiste, entre guillemets, pur. Ce sont les communistes qui ont été, ce que j'ai appelé dans le livre que tu as la gentillesse de citer, les communistes et l'Algérie, ce que j'ai appelé la décennie héroïque entre la lutte contre la guerre du Rif, 1925, première grande grève anticolonialiste, je pense d'ailleurs seule grève anticolonialiste de toute l'histoire, octobre 1925, jusqu'à la veille du Front populaire. Seuls les communistes comme force politique organisée, bien sûr, il y a des intellectuels, je pense que c'est réaliste, il y a des mouvements plus marginaux et plus liés au monde intellectuel, je pense par exemple au groupe La Révolution prolétarienne. Bon, des gens comme ça sont également anticolonialistes. Mais comme force politique, les communistes sont vraiment à la pointe. Qu'en est-il de ce qu'on peut appeler à ce moment-là la discussion, qu'en est-il de leurs futurs alliés? Eh bien, ils appartiennent avec des nuances évidentes à ce qu'on a appelé le parti colonial. Ça peut aujourd'hui surprendre, mais la gauche socialiste, par exemple, n'a absolument rien dit lors de la guerre du Rif. Ils sont soutenus, peut-être condamné les exactions, mais sans plus. Ils n'ont rien dit au moment de la grande exposition coloniale de 1931. Ils étaient partie prenante. On retrouve dans le journal Le Populaire, qui est numérisé, comme vous le savez, sur le site de la BNF, on retrouve des textes extrêmement favorables à cette grande exposition qui était une exaltation du rôle civilisateur de la France. La LDH, qui est dirigée essentiellement par des socialistes à l'époque, avec d'ailleurs comme trait d'union un homme dont on va sans doute beaucoup reparler, c'est Marius Moutet. Marius Moutet est à la fois l'homme de la protestation anticolonialiste au sein de la SFIO, protestation et non pas action, et non pas revendication immédiate, et en même temps un des dirigeants de la LDH. Le congrès de la Ligue des droits de l'homme qui se tient à Vichy en 1931 pendant l'expo coloniale est un congrès où il y a une immense majorité, il y a une motion anticolonialiste qui est présentée par un théoricien qu'on a aujourd'hui oublié, qui s'appelait Félicien Chalet. Il y a une motion anticolonialiste. Elle est extrêmement minoritaire, c'est-à-dire la notion de revendication de l'indépendance des colonies est complètement évincée. Et
l'immense majorité des délégués du congrès de la LDH de 1931 votent une motion en faveur de la colonisation civilisatrice. C'est un thème qui aujourd'hui nous paraît totalement aberrant, mais qui correspond peut-être à à un certain paternalisme, à une certaine volonté de cette gauche de se pencher sur le sort des indigènes et avec les guillemets nécessaires, et de faire en sorte qu'ils bénéficient des bienfaits de la démocratie française. Voilà, c'est le thème central. Que dire du troisième grand allié du Front populaire, à savoir le Parti radical? Le Parti radical, lui, c'est le parti colonial fait mouvement en quelque sorte. Il est né directement dès avant 1914, et d'ailleurs Jean Jaurès l'avait combattu. Dès avant 1914, il est déjà associé à toutes les grandes notions de colonisation, d'exaltation de la colonisation. Et l'un des grands orateurs et porte-parole du Parti colonial s'appelle Albert Sarraut. Albert Sarraut déclare à Constantine, en terre coloniale, donc en 1927, le communisme, voilà l'ennemi. Voilà, vous voyez d'où partait chacun. Et c'est une expression qui aujourd'hui est passée dans le langage courant chez tous les anticommunistes. Donc il y a ce que Serge a appelé peut-être à l'instant le plus petit dénominateur commun, était extrêmement faible. Et qui a fait le plus de concessions dans ce domaine? C'est incontestablement le Parti communiste. On voit un virage très net s'opérer, et je crois qu'un un des premiers articles dans l'Humanité, je n'ai pas gardé la date précise, mais on pourra retrouver, l'un des premiers articles qui esquisse et qui, en quelque sorte, théorise ce passage disons, à une acceptation d'une colonisation, si ce n'est positive, en tout cas, une acceptation de la colonisation, c'est un article de Gabriel Péry dans l'Humanité. Donc, dès ce moment-là, il y a la volonté des communistes de dire, eh bien, si cette question coloniale doit être un point de séparation, de rupture, abandonnons-le provisoirement. Alors, le provisoire a duré longtemps, puisqu'on va retrouver le même schéma au moment de l'Union française après la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, l'idée, c'est de dire que face au fascisme, il faut effectivement avoir une union des forces de gauche. Et lorsque on lit le programme du rassemblement populaire, donc du 10 janvier 1936, sur la question coloniale, il y a une phrase de 30 mots. 30 mots dans tout le programme. Il est question, je vais vous citer le texte, puisque cette fois-ci j'ai pris vraiment la citation mot à mot, il est question de la constitution d'une commission d'enquête. Cette commission d'enquête parlementaire sur la situation politique, économique et morale dans les territoires français d'outre-mer, notamment dans l'Afrique française du Nord et de l'Indochine, 10 janvier 1936. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Et je dis souvent que parfois, auprès de mes amis progressistes, l'historien de la colonisation française parfois irrite un petit peu parce qu'il est obligé de dire que les deux grands moments magnifiques de la démocratie française, à savoir le Front populaire et le Conseil national de la résistance, ont oublié la question coloniale, oublié la question coloniale. Et donc, c'est une interrogation. Après, il y aura effectivement une activité pour tenter de dégager le plus possible. Et on va voir que sur le terrain, il y a eu des activités. Mais le point de départ, c'est celui-ci. D'accord. Et donc sur la mobilisation dès le départ, est-ce que c'est suivi? Il y a aussi des fortes. Alors, le Front populaire, bon, en dehors même de ce que je viens de dire sur le fait que le programme était extrêmement minimal, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une bouffée d'air frais. Pour les colonisés les plus politisés, mais je vais vous donner quelques exemples, et il y en a eu beaucoup, la simple possibilité de sortir un petit peu du carcan de l'idéologie dominante, du carcan du pouvoir de la police, enfin toutes ces choses-là, le pouvoir de la sûreté, le simple fait de pouvoir s'exprimer, je dirais, semi-légalement. Quoique, dans certains cas, il y a une expression légale. À Hanoï, par exemple, un journal qui s'appelait Le Travail a été publié légalement pendant plusieurs mois, pendant le Front populaire. Le rédacteur en chef s'appelait Von Nguyen Giap. Il n'était pas encore le général Giap, il était à l'époque un militant communiste connu pratiquement de tous. Il y a eu en Indochine en particulier,
en ce qu'on appelait la Cochinchine à l'époque, autour de Saïgon, le delta du Mékong, il y a eu des rassemblements populaires extrêmement puissants. Là, on peut parler de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont engagées dans ce qui s'est appelé le Congrès indochinois. Et dans le Congrès indochinois, avec d'ailleurs une particularité qui est peu connue, sauf des historiens, c'est qu'il y a eu très provisoirement, mais très densément, une collaboration entre les communistes et les trotskistes. C'est une chose qui est peu connue. Il y a eu une alliance qui a duré un an. Mais donc, c'est donc l'Indochine. En Algérie, il y a eu également ce qu'on appelait le Congrès algérien. Le Congrès algérien a un caractère un petit peu différent, c'était plus un cartel d'organisation dans lequel étaient toutes les forces politiques algériennes, y compris les forces dites indigènes, donc les forces des habitants originels de l'Algérie, à l'exception, donc y compris le Parti communiste algérien, qui est né d'ailleurs en octobre 1936, exactement à ce moment-là. Mais auparavant, il y avait les sections algériennes du PCF. Euh, mais il y a une exception en Algérie, c'est le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui lui n'accepte absolument pas le compromis et qui dit notre but c'est l'indépendance et c'est la seule voie qu'il faut suivre. S'en suivra d'ailleurs une répression importante parce que c'est l'autre volet, bien sûr, sur lequel peut-être on reviendra après, c'est l'autre volet de l'action du Front populaire dans les colonies, c'est que immédiatement après ces petites fenêtres d'expression légale ou semi-légale et donc d'effervescence. Euh, Autre exemple, je reviens en Indochine, bon, je vous fais voyager un petit peu après tout. Euh, Poulo Condor, les portes de Poulo Condor se sont ouvertes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Régis Varnier où pendant un moment on voit la princesse rouge qui sort des bagnes de Poulo Condor. Bon, bah, c'est une image un petit peu romantique, mais dans la réalité, effectivement, beaucoup de dirigeants, en particulier communistes, Pham Van Dong, qui a été ensuite le bras droit d'Ho Chi Minh, Les Duan, qui est devenu par la suite le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, étaient à Poulo Condor. Ils sont sortis sur décret. Ils ne sont pas sortis clandestinement. Le gouvernement général de l'Indochine a accepté qu'ils sortent et donc ils se livrent à des activités. Ceci étant dit, ces petites fenêtres d'expression légale ont été immédiatement refermées, pas immédiatement, j'exagère, quelques mois après refermées. Et là, à ce moment-là, en particulier, je vous parlerai tout à l'heure, si vous le voulez bien, du rôle de Marius Moutet, qui a été, lui, l'homme un petit peu. Marius Moutet, à lui seul, en quelque sorte une personnification de la gauche socialiste en général, de la gauche dite modérée. Lorsqu'il était député, c'était un compagnon de Jaurès, hein, il était député avant 1914. Lorsqu'il était député dans l'entre-deux-guerres, il était avocat de profession et il a défendu beaucoup de militants politiques colonisés. Au nom justement du droit d'expression. Mais par contre, lorsqu'il est arrivé au ministère des colonies, qui était à l'époque rue Oudinot, eh bien, il a immédiatement constaté que, certes, il était nécessaire de donner par humanité un certain nombre de droits à ces gens-là, mais que s'ils relevaient trop la tête et s'ils se dirigeaient vers un mouvement de masse qui, à terme, contesterait la domination française, eh bien, il fallait amener la répression. Et tous les travaux et les citations de Moutet sont absolument catastrophiques, sans compter qu'après, 10 ans plus tard, il sera l'un des hommes du déclenchement de la guerre d'Indochine en 1946. Donc justement là sur donc Alain nous disait qu'il y avait eu des importantes mobilisations. Toi, tu nous parlais de Front Unique. Donc maintenant, on sait qu'il y a eu donc là aussi un puissant mouvement syndical et des mobilisations populaires. Est-ce que c'est ça qui permet de passer au Front Unique, au Front Populaire? En tout cas, comment on passe du Front Unique au Front Populaire et à un programme commun après? On y passe par une dialectique entre des initiatives stratégiques, des initiatives politiques, et ensuite un écho important dans la population et dans le mouvement syndical, associatif en France. L'initiative, elle vient des communistes français. Aujourd'hui encore, bien souvent, quand on parle du Front populaire, on fait écho à Léon Blum. Léon Blum n'est pour rien à l'origine du Front populaire. Il joue un rôle tout à fait important comme président du Conseil du gouvernement de Front populaire à partir de l'été du mois de juin 1936.
Mais le mot d'ordre de Front populaire est formulé la première fois au mois d'octobre 1934. Si je reprends le fil de ce que je disais tout à l'heure, quelques mois après avoir réalisé l'unité d'action, les communistes français vont, et surtout Maurice Thorez, le secrétaire général du PC, lancer l'idée d'un front populaire, c'est-à-dire d'une alliance élargie, élargie non seulement au monde ouvrier, mais aux classes moyennes, ce qu'on appelait les classes moyennes républicaines, les paysans, les petits commerçants, les artisans, et il le fait à la veille du congrès du Parti radical. Cette initiative euh, n'a pas, contrairement à ce qu'avait été le moment du Front unique, n'a pas le soutien de l'internationale communiste. Elle n'interdit pas, mais elle est perplexe. Songez que le Parti communiste, c'est quelques dizaines de milliers d'adhérents, moins de 800 000 voix aux dernières élections législatives. Le Parti socialiste, c'est 3 fois plus, 4 fois plus d'adhérents, beaucoup plus d'électeurs, et que le Parti radical, c'est un grand parti d'électeurs et d'élus notables, notamment qui représentent à peu près un cinquième de l'électorat français. Or, cette proposition de Front populaire, elle est maintenue par les communistes contre, j'allais dire, vent et marée, parce qu'elle reçoit un écho dans une partie de la population. Ceux qui avaient été un peu mis de côté, c'est-à-dire les associations, les milieux intellectuels, le syndicat des instituteurs et d'autres, toute une série de mouvements vont en quelque sorte se révéler favorables à ça. Et puis surtout, il y a une échéance électorale qui se précise, ce sont les élections municipales. Or, aux élections municipales qui ont lieu au printemps 1935, la question est cruciale. Dans de nombreuses municipalités, il y a des dirigeants radicaux, des maires radicaux. Ils sentent bien que ces maires radicaux, que s'il n'y a pas de soutien des communistes et des socialistes, ils risquent de perdre leur siège. Voilà les raisons pour lesquelles il y a un retournement à l'intérieur du Parti radical sans qu'il y ait un accord global. On a un phénomène de désistement qui se produit à l'occasion des élections municipales, et c'est une victoire électorale pour les socialistes et surtout pour les communistes. Alors comment se fait-il que les radicaux et les communistes s'entendent bien? Eh bien, c'est notamment parce que désormais le thème patriotique, le thème de défense des libertés démocratiques est manié largement par le Parti communiste. Le Parti communiste, de ce point de vue, met l'accent sur les réformes, les mesures sociales, mais pas sur les grandes réformes de structure. Le mot d'ordre du Front populaire, c'est le pain, la paix, la liberté. Et cette thématique, en quelque sorte, elle est largement plébiscitée par les élections municipales. Alors bien sûr, les radicaux et les socialistes veulent pas employer le terme de Front populaire, puisque c'est les communistes qui l'ont présenté. Alors ils vont préférer le terme de Rassemblement populaire. Et on va avoir la Constitution à l'occasion du 14 juillet 1935 d'un mouvement qui, là, s'organise avec les différents partis, associations, autour du Rassemblement populaire et qui va en quelque sorte mimer, enfin, s'inspirer des grandes manifestations célébrant la Révolution française et le 14 juillet, non pas le 14 juillet 1789, mais le 14 juillet 1790, le serment de la Fédération, c'est-à-dire prêter serment de défense contre le fascisme et l'extrême droite. Et là, dans toute la France, on a des manifestations, des prises de serment. On peut dire que le Front populaire, comme mouvement social large, est né au mois de juillet 1935
associant non seulement les partis, mais aussi des syndicalistes, mais aussi de nombreuses associations qui se sont joints au mouvement. À partir de là, évidemment, il faut comprendre pourquoi il y a cette mobilisation. Il faut dire que la situation internationale est grave, qu'en France, c'est un nouveau gouvernement de droite qui a été constitué, et que face à ce gouvernement et à la situation internationale, notamment en Afrique, avec les opérations militaires italiennes en Éthiopie et le début de la guerre en Éthiopie, eh bien, il y a une inquiétude sur la montée des périls, et les communistes, les socialistes, les radicaux vont même mettre en place une délégation des gauches, une concertation à la Chambre des députés face aux décisions de ce qu'est le nouveau gouvernement présidé par un ancien socialiste qui a viré depuis longtemps de bord et qui s'appelle Pierre Laval. En ce qui concerne le Front populaire, il est donc constitué, on peut dire, en, dans l'été 1935. Pourtant, ce qu'on pourra appeler les échéances politiques majeures qui ont en quelque sorte validé la démarche du Front populaire, c'est à la fois les élections de 1936 et aussi ce qui se passe dans le mouvement syndical, puisque c'est le moment où la question de la réunification de la CGT, dans la CGT se pose, et le mouvement syndical de la CGT divisé depuis 1921 se réunifie au printemps 1936 pendant qu'ont lieu ces discussions sur le programme électoral. Et ces discussions sur le programme électoral, elles sont marquées par évidemment des négociations assez serrées. Comme on l'a vu, chaque parti venait d'assez loin par rapport aux autres. Et donc, le Parti communiste va être enclin à faire de nombreuses concessions pour obtenir cet accord. Même plus de concessions que ne souhaitaient les socialistes parce qu'ils veulent absolument l'accord des radicaux. Et ça explique un certain nombre de silences dans le programme commun qui finalement est signé au mois de mars, à la veille des élections. Ces silences, ils portent tout à l'heure, Alain a parlé de la question coloniale, on peut dire qu'elle est écartée, elle est mise de côté, mais ce qui peut être encore plus surprenant pour un public politique d'aujourd'hui français, c'est la question des femmes. Sur la question des femmes, les socialistes et les communistes étaient depuis toujours favorables à la fois au droit de vote et aussi à leur droit d'être éligibles. Et ils avaient mené, surtout les communistes, de nombreuses campagnes électorales pour faire élire des femmes qui avaient recueilli des voix lors des élections et qui ensuite avaient été invalidées. Les radicaux sont totalement contre. Et c'est eux qui vont en quelque sorte l'emporter de ce point de vue. Ce qui explique ce paradoxe, c'est que dans le gouvernement socialiste constitué par Léon Blum, on trouvera des femmes secrétaires d'État, alors même que les femmes n'ont pas le droit de vote. Il est certain que le seul lieu où les femmes vont pouvoir s'exprimer politiquement et socialement, ça sera dans les élections professionnelles et pendant les grèves et dans les usines. C'est les premières formes, en quelque sorte, d'expression des droits des femmes. En ce qui concerne les autres limites du programme, il y a la question des réformes de structure. Les socialistes voulaient des grandes nationalisations. Les radicaux n'en voulaient pas. Les communistes ne sont pas tellement favorables parce qu'ils pensent que les nationalisations, c'est pour la phase révolutionnaire et qu'on n'est pas dans la phase révolutionnaire. Toujours est-il qu'il y a un programme commun qui est timide sur les mesures économiques. Il n'y a même pas, alors que les communistes, eux, demandaient une réforme de la fiscalité pour financer les mesures sociales, là, et ce sont les socialistes et les radicaux qui ne sont pas d'accord. Vous voyez donc que le programme
commun est un programme qui met en avant des réformes politiques, les libertés démocratiques, la dissolution des ligues d'extrême droite, une politique dite de paix et de sécurité collective, et aussi l'annonce de l'augmentation des salaires. En revanche, les réformes sociales qui sont souvent associées au Front populaire, on ne les trouve pas dans le programme, notamment les vacances et les congés payés. Il faudra les grèves, le mouvement social pour, en quelque sorte, naturellement, les imposer. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça valait la peine de faire un programme commun assez édulcoré? Bien oui, parce que pour les électeurs, c'est dans l'histoire politique française la première fois qu'il y a une alliance de l'ensemble des forces de gauche. En 1924, il y avait eu ce qu'on appelait le cartel des gauches, qui laissait les communistes de côté. Avant, au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait eu le bloc des gauches, qui laissait en grande partie les socialistes de côté. Il n'y avait pas d'accord proprement électoral, programmatique. Là, c'est la première fois qu'il y a un programme commun et toutes les forces politiques de gauche qui sont associées. Et dans le contexte de l'époque, ça a été une surprise. La droite n'y croyait pas. La droite n'y croyait pas. La gauche avait été majoritaire aux élections précédentes. Tout le monde pensait qu'elle allait perdre des voix après ces déboires, les difficultés des radicaux, etc. D'une certaine façon, le programme va créer une dynamique et un retournement. Mais vous voyez bien que si on fait la comparaison avec l'époque actuelle, ça a demandé du temps. Et ça ne s'est pas fait en une semaine ni en 15 jours. Donc, comparaison n'est pas raison. Mais il est certain que ce programme a eu un impact. Ce qu'il faut dire, par contre, en revanche, c'est que la campagne électorale a été d'une très grande violence. Très grande violence. Les dirigeants du programme, socialistes et communistes notamment, ont été attaqués. Léon Blum a fait l'objet d'attaques antisémites dans la rue. Il a été menacé par des ligues d'extrême droite, les Camelots du Roi, euh, et il a failli être lynché. Il a fallu que justement la population et des groupes de progressistes, syndicalistes, communistes, socialistes l'extraient de là où il était, puisque c'était dans Paris même qu'il était menacé. Et les communistes, eux, ont fait l'objet d'une campagne extrêmement, mais même les socialistes, axés sur le fait qu'ils étaient tous des mousquetaires, qu'ils étaient financés par Moscou, que c'était Moscou qui était derrière et qui tirait les ficelles. En quelque sorte, qu'ils étaient des agents de Moscou et qu'ils ne pouvaient pas représenter l'indépendance et la patrie française, alors que pour les dirigeants du Front populaire, ils mettaient en avant les liens que la droite, l'extrême droite avait avec Hitler et Mussolini. Vous voyez, donc, dans cette campagne, il y a une campagne extrêmement violente sur les liens avec les différentes forces politiques et pays internationaux. Voilà, pour répondre déjà trop longuement, désolé, Et puis il y a beaucoup de mes autres à la questions. question que tu m'as posée. Donc parce que là quand même, donc là on a un peu sur le programme, donc n'est pas repris la question coloniale. Donc vous dites que il y avait pas, c'était le petit dénominateur commun, donc dissolution des ligues, enfin sur les transparences des journaux, droits syndicaux, défense école publique, politique de relance quand même, grands travaux, Fonds national de chômage, droit à la retraite. Est-ce que donc c'était pour tout le monde, tous les citoyens quels qu'ils soient? C'était pour quel type de population? Quelles étaient les revendications aussi? Donc là, je vous demande et en France hexagonale, mais et dans les colonies. Voilà, on va déjà être ça sur un peu sur les questions de fond. Déjà, la première information qu'il faut mettre à la connaissance du public, surtout aujourd'hui où ça paraît complètement inconcevable,
Il y avait à l'époque un mot d'ordre du parti colonial qui disait la France est un pays, une puissance de 100 millions d'habitants. C'est une chose qui revenait très fréquemment dans la propagande, à l'époque où la France hexagonale avait à peu près 45 millions d'habitants. Donc les 55 millions autres, bah, c'était les indigènes qui habitaient dans la totalité. Le drapeau français flottait de Tombouctou à Ouagadougou, on va dire, et il flottait d'Alger à Hanoï, etc., etc. Ces 55 millions ignoraient la citoyenneté. Ignoraient. Il y avait quelques évolués, l'expression est aujourd'hui complètement abominable, mais c'était celle de l'époque, quelques évolués à qui on avait octroyé la citoyenneté parce que tout simplement, ils avaient, au Vietnam, par exemple, il y avait un certain nombre d'enfants des classes aisées, de mandarins ou de grandes familles, un certain nombre de catholiques d'ailleurs, qui avaient fait des études secondaires jusqu'au bac et ensuite même supérieurs en France, et ceux-là étaient devenus des citoyens. En Algérie, il y avait quelques milliers de citoyens qui étaient en général des gens totalement intégrés au système et même actifs dans le soutien du système. Il y a une expression à l'époque qui dit bien ce qu'elle veut dire et qui aujourd'hui encore est souvent utilisée, c'était les bénis oui-oui. On les appelait les bénis oui-oui, donc ça veut bien dire ils disaient oui à tout ce que disaient les maîtres du moment. Alors, il y a en Algérie vraiment, je dirais, à l'état pur, euh, le- une illustration du décalage entre les aspirations humanistes, incontestablement la somme de dirigeants du Front populaire, et puis les limites de ce que Georges Ballandier a appelé la situation coloniale. La situation coloniale, finalement, c'est une conclusion finalement de plusieurs dizaines d'années de l'histoire coloniale. La situation coloniale est irréformable finalement. Elle peut avoir quelques ajouts, quelques réformes par-ci par-là, mais globalement, et l'histoire l'a prouvé, elle ne peut déboucher que sur la libération nationale. En tout cas, à l'époque, il y a un projet qui va s'appeler le projet Bloom-Violette. Alors Bloom, c'est un nom qui est connu. Maurice Violette, c'est un nom qui est beaucoup moins connu, et pourtant c'est lui qui est le vrai le vrai auteur du projet Bloom-Violette. Maurice Violette était radical, lui, était, je dirais, un radical qu'on dirait aujourd'hui un radical de gauche, c'est-à-dire un homme plein de bonne volonté, très sincèrement humaniste, qui avait été gouverneur général de l'Algérie dans les années 26-27, qui s'était abominablement cassé la figure devant le lobby ce qu'on n'appelait pas encore les pieds noirs, mais le lobby des Européens d'Algérie. Et au sortir de son expérience, il avait écrit un livre vraiment qui devrait figurer dans beaucoup de bibliothèques, en tout cas des gens qui s'intéressent à la question, qui s'appelle L'Algérie vivra-t-elle? Et moi, j'ai toujours traduit l'Algérie française vivra-t-elle? La question était la suivante. S'il n'y a pas de réforme, si on n'entame pas quelque peu les pleins pouvoirs accordés à la minorité européenne, l'Algérie française va à la catastrophe. C'était ça. Et donc, il était ministre d'État du gouvernement Blum. Lorsqu'il a été nommé ministre d'État, il a voulu mettre en pratique ce principe. Euh, il a donc émis un projet qui permettait à peu près entre 15 et 20 000, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, tous les historiens ne sont pas d'accord sur le chiffre, mais entre 15 et 20 000. Entre 15 et 20 000 indigènes algériens, donc musulmans, auraient pu, si le projet avait été appliqué, auraient pu devenir citoyens français. Ils ont été confrontés à deux forces, et on va voir tout de suite laquelle l'a emporté. La première force, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le Congrès algérien. Le Congrès algérien, c'est donc une réunion de toutes les forces politiques algériennes, y compris donc des indigènes, y compris le Parti communiste, qui voulaient soutenir le projet Bloom-Violette en disant ça sera un pas vers une véritable, euh, non pas libération, mais en tout cas acceptation de l'égalité entre les populations. Euh, avec un adversaire féroce qui, lui, je l'ai dit tout à l'heure, Bessali Hadj, qui était le dirigeant du PPA, qui a payé son opposition par un emprisonnement. Bessali Hadj a été fait prisonnier par le gouvernement du Front populaire, avec à l'époque d'ailleurs l'accord de l'humanité. L'humanité a écrit des formules assez abominables à lire aujourd'hui sur l'emprisonnement et l'arrestation de Bessali Hadj, considéré comme un agent, etc., etc. Donc il y a d'autres exemples. En tout cas, bon, Bessali Hadj s'est opposé. Et donc, il était évincé et ensuite exilé.
Mais la principale opposition, elle était purement réactionnaire, c'est-à-dire le lobby des Européens d'Algérie. Euh, tous les Européens, il y a eu une grève de tous les maires d'Algérie. Tous les maires, qui étaient tous européens, ont fait une grève du zèle, en quelque sorte, pour dire vous n'appliquerez pas le pouvoir, le programme Bloom-Violette, le projet Bloom-Violette. Vous ne l'appliquerez pas. Ils ont fait une délégation. Charles-André Julien raconte dans ses mémoires, il était chef de cabinet de Marius Moutet. Charles-André Julien raconte dans ses mémoires, donc il était également socialiste, il était un ancien communiste d'ailleurs, mais enfin il était socialiste historique, on va dire, et historien respecté de plusieurs générations. Charles-André Julien raconte dans ses mémoires que dans son bureau, des maires européens d'Algérie sont venus lui dire, mais vous vous rendez compte, si on appliquait ça, on pourrait avoir un maire musulman. On pourrait avoir un maire algérien. Vous vous rendez compte du drame que ça aurait pu représenter. Donc, vous voyez, l'état d'esprit de blocage a été absolu. Et finalement, ce projet Bloom-Violette, qui était, on va dire, d'une générosité limitée, mais d'une générosité tout de même, s'est cassé la figure de lui-même. Il n'a jamais été présenté, il n'a jamais été signé finalement par Blum, en l'occurrence, par le président du Conseil, et donc jamais présenté aux députés. Le projet Blum-Violette est mort-né, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, on voit bien là, ce que j'ai appelé tout à l'heure le fossé, j'ai même employé le mot de gouffre, entre des aspirations qui pourraient apparaître aujourd'hui normale et finalement minimale et la réalité qui était l'échec. Finalement, au terme de la période du Front populaire, c'était un retour finalement au statu quo ante. C'était tout simplement un retour à la domination pure et simple des colons. Le Congrès indochinois dont j'ai parlé, les dirigeants ont également été soit arrêtés, soit évincés. L'Algérie, j'en ai parlé. Partout ailleurs, il y a eu les quelques mouvements. Il y a eu un mouvement sénégal aussi dont j'aurais pu parler. Euh, mais les quelques mouvements qui étaient des mouvements eux-mêmes réformistes, qui n'étaient pas des mouvements révolutionnaires, le Congrès indochinois, le Congrès algérien, n'ont jamais demandé l'indépendance de leur pays. Et d'ailleurs, le Parti communiste indochinois, qui était dirigé, je le rappelle quand même, par Ho Chi Minh, qui s'appelait Nguyen Ai Quoc à l'époque, Ho Chi Minh n'était pas présent en Indochine, il était encore en exil. En tout cas, il inspirait nettement, il était le fondateur du PCI. Euh, ces mouvements-là, en particulier les communistes vietnamiens, ont compris qu'avec un compromis, ils pouvaient peut-être continuer à avoir une existence légale et déboucher plus tard sur l'indépendance du pays. Donc le mot indépendance avait été gommé des programmes des plus radicaux des opposants, sauf, je reviens à Messa Hadj en Algérie. Mais vous voyez, donc les limites de ce magnifique, par ailleurs, Front populaire, eh bien, elles sont celles-ci. Peut-être je peux ajouter un point pour aller dans le sens de ce que dit Alain. Il faut attendre la crise et la fin du Front populaire en 1939 pour que Maurice Thorez, secrétaire du Parti communiste, fasse un voyage en Algérie, parce qu'un peu de temps avant, le chef du gouvernement Daladier avait fait la même chose. Et là, Maurice Thorez navigue au plus près et il dit la nation algérienne est en voie de formation. C'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il négocie l'idée d'une marche vers l'indépendance, mais qui dans l'immédiat n'est pas d'actualité. Mais seulement après la fin du Front populaire, après la rupture plus exactement du Front populaire. Et lui-même est sans doute prisonnier aussi des schémas dont Alain vient de parler. C'est pour dire à quel point Bien sûr. on a appelé les angles morts ou dans le Front populaire, les points aveugles qui doivent nous alerter aujourd'hui sur le fait qu'il ne s'agit absolument pas de répliquer, d'une réplique contemporaine identique du programme du Front populaire, mais sans doute y a-t-il une inspiration commune, c'est celle de la mobilisation du mouvement social, de l'idée de l'unité des forces politiques de gauche, mais aussi à chaque fois avec cette idée que quand on se rassemble, eh bien, il y a un prix politique à payer
et que ce pli politique parfois peut être lourd dans l'immédiat et lourd à terme. C'est ce qu'on voit à propos du programme du Front populaire de 1936. Et donc, parce que là, donc, on est quand même sur un programme de gauche modéré où les questions qui fâchent ne sont pas dedans. Est-ce que, quand même, au moment des campagnes, donc en 35 et surtout en 36, est-ce qu'il y a eu des campagnes de décrédibilisation autres que le fait d'être affilié à Moscou, d'être les agents de Moscou et l'antisémitisme? Est-ce que Ben, finalement le fait que c'était... autre, c'est déjà pas mal, hein, quand même. C'est déjà pas mal parce que c'est la C'est pas force. sur le fond des mesures dans ce cas. Si, sur le fond des mesures économiques, le débat ne porte. Si, il porte sur une question qui est la défense du franc, la stabilité du franc, que les réformes annoncées dans le programme commun vont en quelque sorte détruire l'économie française. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les, les socialistes et les communistes, ils seront toujours assez attentifs à ne pas jouer trop avec la monnaie, parce qu'à ce moment-là, on est dans un espace monétaire marqué par des dévaluations concurrentielles entre les différents pays. Euh, Toujours est-il qu'il y a une campagne, il y a des campagnes pour dire les réformes sociales vont être, on n'a pas les moyens mais comme tout à l'heure le disait Alain, ce qui va tout emporter, c'est après les élections, c'est la vague de grève, puisque au moment de la campagne électorale, les, les électeurs, même de gauche, communistes, socialistes, étaient non pas sceptiques, mais ne croyaient pas à une victoire possible. La victoire électorale a été aussi une grande surprise et une sorte d'élément de confiance avec le système des désistements. Dans les partis du Front populaire ont une majorité relative lors des élections. Ils ont à peu près 45% des voix. Alors que la droite organisée, la droite qui en a 36 ou 37%. Donc, mais surtout, avec le système du scrutin d'arrondissement et des désistements, ils ont une majorité à la Chambre des députés. Au Sénat, non, pas au Sénat. Mais ça va donner en quelque sorte conscience à un monde ouvrier qui était toujours, comment dire, omnibulé par la répression. Songez que le 1er mai 1936, on est entre les deux tours des élections, les ouvriers qui font grève à une époque où le 1er mai n'est pas une fête chômée, pas une fête reconnue, ils prennent des risques. Les premières grèves commencent pour que les ouvriers qui ont fait grève le 1er mai soient réintégrés dans leur usine parce qu'ils avaient été licenciés par leur patron pour fait de manifestations et de grèves. Vous voyez? Et d'une certaine façon, après les élections, il y a une sorte, c'est pas une euphorie, mais une sorte de prise de conscience collective que le mouvement ouvrier, la gauche, a des forces qu'elle n'imaginait pas avoir. Et c'est ça qui emporte le tout. Et cette grève sans pareil, et qui est une grève marquée par une crainte, c'est que les ouvriers soient mis à la porte quand ils font grève. C'était une technique qui venait des États-Unis, ce qu'on appelait le lockout, eh bien, fait que ces grèves sont des grèves avec occupation des usines. Et en occupant les usines, les grévistes vont à la fois être surpris de ce qu'on pourrait appeler leur force, en même temps de créer un rapport de force complètement inattendu et rendre possible les négociations qui vont déboucher sur les accords connus sous le nom des accords Matignon, puisqu'ils sont sous les auspices du président du Conseil, mais il faut savoir que pendant plusieurs semaines, il n'y a pas de gouvernement. Les grèves se développent sans qu'il y ait un gouvernement constitué. Il faut attendre 4 semaines pour que le gouvernement soit constitué, que les socialistes acceptent d'en prendre la direction, ce qui était déjà une première. Jamais un dirigeant socialiste avait gouverné en France.
Quant aux communistes, on sait que ils vont répondre par la négative à la proposition d'y participer. On sait que cet avis n'était pas, là encore, complètement partagé par la direction du PC en France, mais que l'international communiste avait mis d'une certaine manière son veto dans cette affaire. Hein, voilà. Mais par contre, les communistes français vont apporter cette idée qu'ils vont soutenir sans participer, ils vont soutenir le gouvernement. Et c'est dans ce même moment que les grèves se développent, et des grèves inattendues. Et c'est ça qui va en quelque sorte bousculer, pour une part, bousculer les limites du programme initial. Tu voulais réagir avant que... Oui, pas à ce que vient de dire Serge, que j'approuve. Je dirais évidemment, non, après tout, c'est pas évident, mais non, en tout cas, je suis d'accord. Non, je voulais parler d'un choc qui est celui de la guerre d'Espagne. Je crois qu'il faut toujours qu'on ait en tête le fait que, je rappelle que la révolte de Franco date de juillet 36, donc on est vraiment en pleine vague enthousiaste du Front populaire en France. Et puis il y a ce phénomène qui arrive et qui est un drame. Bon, c'est quand même facile à comprendre. Il suffit de regarder la carte de l'Europe de l'Ouest. L'Allemagne était nazie depuis 33, l'Italie fasciste depuis 22, et donc voilà une troisième frontière française qui est menacée par une puissance fasciste en développement. Et donc il va y avoir une rupture extrêmement grave. Et je pense que là, on peut, les historiens n'ont pas apporté de jugement, mais on peut quand même être sévère avec le comportement à l'époque du gouvernement Blum, en l'occurrence, qui est ce qu'on appelait la non-intervention, qui était inefficace et hypocrite. Bon, je ne développe pas puisque dans ce domaine, le Parti communiste, avec d'autres, mais là aussi, c'est la force organisée la plus importante à l'extrême gauche, le Parti communiste va avoir une activité multiple et de protestation et de tentative d'imposer au gouvernement une intervention en faveur de la République. Je rappelle que la République espagnole était le gouvernement légal de ce pays. Et donc cette contre-campagne va échouer. Et effectivement, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que au printemps 39, eh bien, l'Espagne est totalement sous la domination d'un pays fasciste et que ça peut inspirer des réflexions sur les causes également de la défaite de 1940. La France, héritière de ce beau front populaire, était devenue une puissance acculée en quelque sorte. Alors, Je posais une petite question, parce oui, qu'on va de toute façon aller vers la fin. oui, oui. Mais par rapport à aujourd'hui, parce qu'à l'époque, donc on voit bien, vous avez bien montré la dialectique, quoi, entre d'un côté le mouvement social qui se construit et de l'autre côté le débouché politique et comment tout ça se nourrit pour arriver à une victoire et électorale, mais aussi sur le fond de la concrétisation des aspirations, enfin d'apporter des solutions aux aspirations. Mais la question, à l'époque, il n'y a pas d'unité au premier tour, à la différence d'aujourd'hui, où là, c'est tout le monde part en circonscription, enfin, un seul candidat dans une circonscription. Donc bon, c'est un contexte différent. Mais est-ce que vous, dans votre travail d'historien, dans le travail des archives, vous avez retrouvé des questionnements, parce que forcément, selon la circonscription dans laquelle on va être amené à voter donc soit pour le candidat socialiste, soit pour le candidat radical, soit pour le candidat communiste. Et est-ce qu'il y a donc quand c'est le cas d'un radical qui doit voter pour un communiste ou un communiste qui doit voter pour un radical, est-ce que ça s'est fait sans problème? Est-ce que ça a suscité de débats et rejets? La question que tu poses, c'est de savoir s'il y a eu des déperditions au niveau de l'électorat. Est-ce que, en quelque sorte, les reports se sont faits de façon à peu près équivalente? On peut dire que, paradoxalement, les reports des communistes sur les socialistes et les radicaux se sont faits de façon parfaite. Que de l'autre côté, les radicaux, les électeurs radicaux sur les électeurs socialistes, il y avait déjà des habitudes d'alliance. Et sur les électeurs communistes, moins. Les calculs qui ont été faits, c'était un report à 70 ou 80%, il y avait 20% de résistance.
En fait, les réticences, elles se sont faites autrement. C'est un certain nombre d'élus radicaux qui n'ont pas voulu entrer dans le Front populaire et qui se sont présentés de façon indépendante. Et en général, ces élus radicaux ont été battus au premier tour. Et donc, l'électorat qui les avait suivis s'est rabattu, si j'ose dire, sur le candidat du Front populaire, mais avec un certain nombre de pertes, de difficultés. Hein, je crois que c'est tout à fait notable de voir que à l'époque, la situation politique, elle est marquée par le fait qu'il y a un émiettement des forces politiques à droite. Il n'y a pas un bloc dominant. Et deuxièmement, le fait qu'il y a une extrême droite qui est violente et qui est extra-parlementaire. Et qui, c'est ce qu'on appelle les ligues fascistes violentes qui mènent le combat politique dans la rue, intimident et s'inspirent de ce qu'a été l'exemple italien et allemands et qui ont l'objectif de se transformer d'ailleurs en parti politique. Ce qu'elles vont faire après la victoire du Front populaire, l'extrême droite violente des ligues va se transformer en parti politique sous la forme de Parti populaire français, du Parti social français. Mais en 1936, on n'a pas la même configuration qu'aujourd'hui. Deuxièmement, il faut aussi dire que le système parlementaire est beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'exécutif puissant, il y a pas, la présidence de la République ne joue pas le même rôle qu'aujourd'hui. Mm. En revanche, il y a un élément de faiblesse dès le départ qui est le poids du Sénat. Le Sénat n'a pas basculé dans le Front populaire. Il y a une majorité forte du Front populaire à la Chambre des députés, mais au Sénat, non. Et donc, passer les premiers mois de la poussée sociale des grèves, etc., le Sénat va devenir un lieu en permanence de résistance au Front populaire. Et le Parti radical domine enfin domine, est très important au Sénat. Et c'est autour de cette, comment dire, de ces alliances à droite que progressivement la contre-offensive contre le Front populaire se fait. Mais je crois que Alain a tout à fait raison. Il faut jamais oublier le poids de l'international. La guerre d'Espagne est le ferment qui divise très tôt le Front populaire. Ce ferment, on a beaucoup dit que les communistes avaient fait le maximum. Je dirais qu'ils avaient fait le maximum, mais ils n'étaient pas dans le gouvernement. Et on ne refait pas l'histoire, mais le fait qu'ils n'étaient pas dans le gouvernement a facilité un certain nombre de manœuvres, dont celle de la non-intervention, mais aussi des dévaluations. Et donc, ça explique pourquoi l'année suivante, Maurice Thorez propose de renforcer le Front populaire en proposant d'entrer au gouvernement. Pour la première fois, les communistes proposent d'entrer au gouvernement en 1937 ou 1938. Mais on peut dire que l'histoire nous a montré que euh, on ne repasse pas les plats, quoi. Hein, si on rate une occasion, elle est perdue pour longtemps. Et là, il faudra attendre l'après-guerre pour que les communistes, au terme d'une expérience, d'une réflexion sur dans la résistance, entre au gouvernement et soit accepté comme tel. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette expérience même négative et ses limites du Front populaire ont laissé dans la mémoire et des ouvriers, des électeurs, une sorte de souvenir ébloui. Ébloui parce qu'il y a non seulement les réformes sociales, les vacances, mais parce qu'il y avait cette union qui avait fait la force. Et donc le Front populaire est resté dans la mémoire, comme souvent, quand le temps passe, on oublie les éléments négatifs et on se souvient alors certains ont appelé ça la belle illusion. Moi, je ne pense pas que c'était une belle illusion. Je pense que ça a été un moment fort d'une expérience qui a nourri et qui nourrit encore
ce qu'on pourrait appeler des expériences contemporaines, après-guerre, dans les années 70 et aujourd'hui. Mais ça explique ce paradoxe qu'il faut regarder avec lucidité ce qu'a été le Front populaire et ses limites, mais aussi ce qu'a été la dynamique que cette alliance a pu créer. C'est une belle conclusion. Belle conclusion. Aucun à rajouter, Alain? Ben non, peut-être que dans 20 ans, nos successeurs seront invités pour faire le bilan du nouveau Front populaire. Donc, Voilà. En espérant que, bref, que ça ne sera pas l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Voilà. L'histoire n'est pas écrite. Celle du Front populaire, quand le Front populaire est créé en 1900, lancé en 1934, puis le Rassemblement populaire, puis le programme du Front populaire, on ne sait pas ce qui va advenir. Je dirais que largement, il y a un réel optimisme, mais quand même, personne ne croyait qu'il déboucherait sur un mouvement social et des transformations aussi fortes et rapide que celle qu'il a produite. En même temps, cette expérience nous montre que il n'est pas nécessaire pour entreprendre de savoir ce que sera la suite de l'histoire. Hein. Et donc, en ce sens, je pense que le pari, l'engagement qu'a représenté le Front populaire suffit aujourd'hui à nous inciter, à nous inspirer de ce type de démarche sans vouloir la copier et sans pouvoir même la copier. Mais en étant instruit, pas forcément naïf, face aux difficultés, et il faut jamais embellir le passé exagérément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, rassemblés ici, on a pointé aussi les difficultés comme les réussites, parce que ça serait trop facile de dire, eh bien, il y a 90 ans, le Front populaire, c'était à la fois formidable, spontané et une réussite totale, et aujourd'hui, c'est laborieux. Et c'est difficile. Non, non, le Front populaire a été une réalisation difficile, progressive, et puis les événements seront précipités selon un calendrier qui n'était pas prévu. De ce point de vue, aujourd'hui, on est servi par le calendrier. Hein, rien n'est complètement encore Rien n'est joué. voilà, réglé. Voilà. Et donc, et que justement, c'est que comme là, bon, bah, sur le champ politique, ils ont réussi à se mettre d'accord, reste à construire ce puissant mouvement social qui accompagne oui. la. Voilà. Pour l'instant, nos propos sont marqués par le moment. Nous sommes le 18 juin 2024, 90 ans après justement le début des... On est en plein dans les grèves à ce moment-là, enfin non, c'était en 36. En tout cas, on est en plein dans la préparation du front unique et personne n'imaginait ce qui allait suivre. Et encore aujourd'hui, on est dans une situation analogue. C'est le seul point d'analogie qu'on peut trouver. très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous deux. Et au revoir.